Mesdames, Messieurs, je vous accueille avec beaucoup de plaisir pour cette 23e conférence du Cercle des managers d'immobilier. Oui, déjà, un peu plus d'un an. On va parler aujourd'hui, et vous êtes 500 à vous être inscrits et à participer à ce débat. On va parler d'un sujet qui, pour partie, évoque une marque qui a obsédé les débats, défrayé la chronique depuis déjà quelques années à Paris et dans d'autres grandes villes, Airbnb, qui est devenu le synonyme de location meublée de courte durée, mais on va parler plus largement de stratégie pour les investisseurs, il y en a aussi sans doute parmi vous, parmi nous, et pour les professionnels qui sont appelés à les guider. Quelle stratégie d'avenir au cœur des villes pour l'investissement locatif? On va donc aller jusqu'à évoquer les locations meublées de longue durée et aussi la location nue, les différentes formes. Alors, on va le faire et aujourd'hui, je vais très vite dans ces présentations, quitte à y revenir après sur nos autres débatteurs. On a la chance d'avoir avec nous un élu, l'élu de référence lorsqu'on parle de politique du logement à Paris, Yann Brossat, que je remercie beaucoup. Il a une contrainte qui fait qu'il ne va pas rester avec nous plus d'un quart d'heure et c'est pour ça que je vais être très rapide. Je vais passer la parole à tout seigneur, tout honneur au président du Cercle, Benjamin Darmouni, qui va nous accueillir. Et juste après, je reviens vers l'adjoint à Madame Hidalgo, chargé du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés. Mais c'est de logement qu'on va parler aujourd'hui. Yann Brossat. Benjamin, à toi et on attaque tout de suite. Merci Henri. J'aimerais remercier tous les intervenants de cette conférence. Le Cercle des managers, c'est un événement attendu par tous les professionnels de l'immobilier pour parler des sujets d'actualité. Et merci à tous d'être une nouvelle fois présents. Louer à tout prix, louer Airbnb, peu importe les conditions, peu importe le prix. Aucune règle, aucun diagnostic, pas de loi de 87, aucun contrôle. Airbnb aurait la chance de passer sous tous les radars. Mais pourquoi? La déréglementation à tout prix, est-ce réellement le sujet qui nous accompagne aujourd'hui? Les copropriétaires ne veulent plus de passagers clandestins dans leurs immeubles. Nous avions à l'époque, nous avions l'habitude de rédiger les règlements de copropriété sans nuisance sonore et sans nuisance olfactive. Aujourd'hui, on a pour habitude de mettre dans les règlements de copropriété tout sauf du Airbnb, de la location courte durée. Voilà, j'ai essayé d'annoncer ce sujet et ce débat et je vous remercie à tous de vos interventions. Merci Benjamin, le débat est ouvert. Monsieur Brossat, encore merci d'être avec nous. Malgré vos contraintes, on n'aurait pas pu parler de location sous toutes ces formes-là et notamment bien sûr d'Airbnb, de la location meublée de courte durée, sans avoir le regard de l'élu dans la ville dans laquelle on parle. Mais vous allez sans doute avoir un propos qui va concerner les autres grandes villes, voire les autres capitales. Deux choses. Bien sûr, il y a le débat Airbnb. Vous y avez pris une part active. Très récemment encore, Madame Hidalgo a fait des propositions. Il y a eu des débats, y compris avec la ministre du Logement. Mais plus largement, c'est la préoccupation de l'offre locative qui pèse sur vous pour loger les Parisiens, ceux qui veulent vivre dans Paris, et donc ce besoin d'offres locatives privées sous toutes ses formes. Voilà, donc un propos politique bien sûr, et le propos du régulateur, pour reprendre l'exposé de Benjamin, mais aussi un propos stratégique sur les besoins qu'il y a au cœur de notre capitale, et sans doute parlerez-vous encore une fois de façon plus générique. Merci encore d'être avec nous. Je vous donne la parole tout de suite. Merci beaucoup pour votre invitation et je suis très heureux de pouvoir participer à vos discussions, même si ce sera effectivement trop bref parce que j'enchaîne après avec une émission de télé. En tout cas, vraiment un grand merci et merci d'évoquer ce sujet qui est effectivement une question majeure, la question de la régulation de ces locations touristiques. C'est effectivement une question majeure pour Paris, mais c'est une question majeure pour toutes les grandes villes touristiques. Et d'ailleurs, la politique que mène la ville de Paris sur le sujet, elle se conçoit avec les autres métropoles françaises concernées, mais aussi
avec d'autres très grandes villes européennes. Je pense à Barcelone, je pense à Madrid, je pense à Londres, je pense à Berlin ou à Amsterdam. Et c'est avec toutes ces villes que nous sommes régulièrement en dialogue pour définir nos outils de régulation. Vous le savez, la philosophie de la ville de Paris depuis plusieurs années maintenant, elle repose sur une idée assez simple. Elle consiste à dire oui à la location occasionnelle et non à la location touristique permanente au mépris de toutes les règles. Et c'est la raison pour laquelle nous avons conçu un règlement avec la fameuse règle des 120 jours. Vous avez le droit de louer votre résidence principale jusqu'à 120 jours par an sur une plateforme de location touristique. Et déjà, 120 jours, c'est beaucoup, mais vous n'avez pas le droit de le louer de manière permanente sur Airbnb, sauf autorisation exceptionnelle des services municipaux. Et le constat que nous avons fait au cours des dernières années, jusqu'à mars dernier, c'est qu'il y a eu effectivement trop de logements qui ont été transformés en hôtels clandestins, ce qui pose deux problèmes principalement. D'abord, une raréfaction de l'offre locative à destination des Parisiens et deuxièmement, des nuisances dans les copropriétés dont il a été question à l'instant. Et donc, c'est le sens des règles que nous avons mises en place. Et puis, il y a eu le Covid et il y a l'expérience que nous avons depuis un peu plus d'un an maintenant, le Covid qui pose bien sûr plein de problèmes, mais qui a eu un effet collatéral sur ces locations touristiques, c'est que depuis un an, il y a eu de fait une augmentation très nette de l'offre locative. Je parle des meublés loués en longue durée. Depuis un an à Paris, une augmentation de plus de 200%, si j'en crois les derniers chiffres publiés par Se Loger. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a un lien très étroit entre le niveau de développement de ces locations touristiques et l'offre locative qui profite aux Parisiens. Et ces plateformes nous ont beaucoup expliqué qu'elles n'avaient aucun effet sur le logement des Parisiens. De fait, ça n'est pas vrai, puisque ça va mieux depuis un an, depuis que le nombre de touristes a décliné et que les propriétaires qui louaient sur Airbnb se sont tournés vers une location traditionnelle qui profite aux Parisiens. Et je note d'ailleurs que cela se traduit aussi par une petite baisse du niveau des loyers, certes modeste, mais une petite baisse quand même. Donc, tout cela nous incite à une chose aujourd'hui, comme ville de Paris, c'est de veiller à ce que cette tendance qui est positive perdure au-delà du Covid. C'est toute la question qui se pose à nous. Comment on fait en sorte qu'une fois que les touristes reviendront, et nous souhaitons évidemment que les touristes reviennent à Paris, cela ne se traduise pas par un déferlement massif de ces locations touristiques et qu'on n'en revienne donc pas à la situation précédente. Et c'est à partir de là, à partir de cet enjeu-là, que nous avons travaillé avec une conférence de citoyens réalisée par un institut bien connu, l'IFOP. Nous avons travaillé à des propositions et des propositions qui supposent un changement législatif. Nous proposons par exemple la mise en place de quotas parce que le constat que nous avons fait, c'est que le phénomène Airbnb ne s'est pas développé exactement de la même manière dans tous les quartiers de Paris, qu'il y a des quartiers dans lesquels on a eu un développement massif et d'autres dans lesquels on en a moins. Pour être clair, il y en a énormément dans le Marais et à Montmartre, il y en a moins dans le 13e ou dans le 19e arrondissement. Et donc, nous souhaiterions pouvoir mettre en place une espèce de système de quotas, une espèce de numerus clausus, comme cela existe à Barcelone. Cela supposerait un changement législatif et donc, nous souhaitons profiter de la loi 4D qui doit, je crois, être discutée au Sénat au mois de juillet pour introduire cette disposition-là et pour que les collectivités locales qui le souhaitent, en lien d'ailleurs avec les acteurs concernés, vous en faites partie, que les collectivités puissent mettre en place ce type de mesures. Ça n'est pas possible dans le cadre législatif actuel. Nous souhaitons que ça soit possible demain, comme dans d'autres villes d'Europe. Voilà, ça fait partie des propositions sur lesquelles nous travaillons et sur lesquelles nous souhaitons que le gouvernement nous permette d'avancer. En tout cas, ce qui est sûr, et j'en viens directement à la question que vous avez posée d'entrée, c'est qu'il y a un lien entre le nombre de locations Airbnb dans une ville et la situation du logement. Et dans une ville aussi construite que Paris, dans laquelle on a peu de possibilités de construire du logement neuf, la question de l'utilisation des logements existants est une question absolument stratégique. Et pour être clair, ce que nous souhaitons, nous,
c'est que les logements parisiens servent d'abord à loger des Parisiens. Parce que, et on l'a vu d'ailleurs pendant le premier confinement, beaucoup de professions essentielles à Paris, qui travaillent à Paris, n'ont pas la possibilité d'y vivre. Et pourtant, ce sont des gens dont on a besoin pour faire tourner cette ville. Et il est donc légitime qu'ils puissent y habiter. Pour qu'ils puissent y habiter, il faut que l'offre locative augmente. Et dans ce contexte de grande tension sur le marché immobilier, l'utilisation des logements existants est une question absolument stratégique. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, je serais très, très heureux dans d'autres occasions de pouvoir échanger plus directement avec vous. Grand merci. Je vous dis simplement, puisque le Conseil national de l'habitat, j'ai la chance d'en être membre, s'est réuni ce matin. La loi 4D, le projet de loi 4D a commencé à être examiné par le CNH pour ses parties logements. Donc, on est effectivement au cœur de l'actualité. Le texte n'est pas encore devant le Parlement. Juste en 15 secondes, vous aviez, dans les premiers mois du confinement, évoqué l'hypothèse de racheter à leurs propriétaires des logements utilisés pour des locations touristiques meublées courtes. Est-ce que ça reste d'actualité? Est-ce que vous trouvez que les circonstances ont apporté des réponses? Vous l'avez dit, avec un report sur la location meublée, et on en parlera avec ce logé qui est avec nous, et aussi avec un spécialiste, Bouqueflat, tout à l'heure. Nous avons racheté très récemment un immeuble rue Saint-Denis qui effectivement avait été dédié à de la location touristique et qui, de fait, ne trouvait plus de clients, et donc nous allons le transformer en logement. Mais enfin, la tendance massive qui se développe, c'est effectivement le transfert vers de la location meublée longue durée sans que la ville de Paris n'ait besoin d'intervenir. Donc si ça se fait naturellement, sans que la ville de Paris n'ait besoin de racheter, c'est encore mieux d'une certaine manière, y compris pour l'utilisation des deniers publics. C'est clair. Écoutez, merci beaucoup. Je sais aussi qu'un membre de votre cabinet va continuer à suivre notre débat et on pourra vous faire passer des questions, des suggestions qui sortiront de ce débat. Merci d'avoir tendu la toile de fond. On vous laisse aller vers l'émission de télévision que vous avez annoncée de toute façon. On savait quelle était votre contrainte. Merci, monsieur l'adjoint au maire. Alors, bon, je vais maintenant, et pardon pour les autres invités qui ne sont pas moins estimables, mais un élu a des contraintes supérieures encore je crois, à nous tous. Donc, je vais maintenant plus paisiblement vous présenter nos autres débatteurs, sachant que je ne vais pas le faire longuement parce que je vous renvoie au site du Cercle des managers de l'immobilier. Vous avez sur ce site des biographies illustrées. Et vous pouvez découvrir le parcours de chacun de nos débatteurs, qui pour chacun est très riche et qui titre chacun pour être avec nous. Alors, par ordre alphabétique, et ils vont apparaître à l'écran. Elle a été citée, sa maison a été citée, ce logé par Yann Brossat, c'est Séverine Amat. Bonjour Séverine. Je suis ravie d'être à vos côtés et d'être la seule femme. Et voilà, bon, alors ça c'est une forme de reproche, on le mérite. Il faudrait en effet qu'on fasse mieux. Voilà, alors je vais revenir vers toi parce que tu vas là aussi légitimement nous donner un certain nombre d'informations qui vont nous être précieuses pour le débat qui va suivre. Alors, un autre observateur privilégié, acteur aussi du marché, mais au même titre que ce logé, il est à la tête d'un autre grand portail bien connu, c'est David Benbassa, que je remercie d'être avec nous. Bonjour Henri, bonjour à tous. Bien ici. Bonjour David. Voilà, bien ici, c'est écrit derrière. Vous êtes tous corporate, voilà, c'est très bien. Vient ensuite, toujours par ordre alphabétique. Alors, j'ai cité sa maison, il l'a créée et il a fait le choix de la spécialisation de la location meublée et de meublé de grande qualité à Paris et autour de Paris. C'est Stanislas Couteau, il est le fondateur de Bouqueflat. Il pourra nous dire deux mots tout à l'heure, évidemment, sur son entreprise, mais je dis l'essentiel en disant qu'il était un spécialiste des locations meublées. Bonjour Stanislas. Bonjour et bonjour à tous. Merci beaucoup. Et puis, Christophe Demerson. Christophe Demerson est le président de l'Union nationale de la propriété immobilière. Il sera donc avec nous la voix de ces propriétaires de qui nous parlons aujourd'hui, puisqu'on parle de la stratégie qu'il est bon qu'ils aient aujourd'hui, évidemment conseillé par les professionnels comme Stanislas. Bonjour, président. Bonjour, Christophe.
Bonjour Président, bonjour Henri, bonjour à tous, bonjour Séverine. Merci de m'avoir invité pour cette 23e édition du Cercle. C'est la moindre des choses puisque tu représentes 25 millions de propriétaires, c'est écrit derrière. Donc comme ça, on fait une invitation, mais on a la totalité par ta voix des propriétaires. Alors, Séverine, légitimement, tu vas intervenir la première. C'est vrai que se loger, je crois que David, confraternellement, le reconnaît aussi, fait depuis quelques années de grands efforts d'observation du marché, il nous donne énormément d'informations qualitatives et quantitatives. La preuve, on a entendu Anne Brossa citer un chiffre, une performance du marché, plus de 100% de l'offre meublée de longue durée. Bon, alors, à ta manière, de manière encore plus riche que n'a pu le faire l'adjoint à la maire de Paris, quel constat peut-on faire aujourd'hui de cette situation du marché des locations à Paris, mais peut-être plus largement, selon ce dont tu disposes, dans d'autres grandes villes ou tout simplement dans d'autres villes dans lesquelles la demande locative est forte? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? 12 mois ou même 14 maintenant très particuliers, Yann Brossan l'a dit, il y a eu des reports, des déports, des modifications de stratégie sous l'effet de la pandémie et des confinements. Alors, juste pour contextualiser, Henri, si tu me permets, le marché locatif est un marché extrêmement important et se loger a toujours été présent pour faciliter la recherche des locataires en quête d'un bien à louer. Ça, c'est évident, qu'il soit vide ou qu'il soit meublé. On est un des portails d'annonces immobilières leader, ça tu l'as dit, effectivement, et que on a ouvert, ce qui est important de préciser ici dans la visibilité que je vais vous donner, on a ouvert il y a 3 ans sur le site Se Loger le dépôt d'annonces aux particuliers. Et ce, je le précise et j'en profite d'être là pour le dire, uniquement sur l'offre locative. Car c'est un marché où le poids de la location, on le constate nous, mais Michael Nogal le dit dans son rapport amplement, la location entre particuliers est historiquement fort et que ce qu'on constate sur le site Se Loger, c'est que la part des annonces de particuliers reste minoritaire, mais elle est en progression constante. Donc ça, premier constat. Donc, on suit le marché locatif de très près et on a d'ailleurs créé en octobre 2019 un baromètre, c'est le baromètre des loyers Se Loger, qui analyse près de 800 000 annonces à l'année qui sont publiées sur le site et qui va servir en fait ici à éclairer un petit peu les propos. Alors, ce que je vous livre ici, effectivement, émane du baromètre des loyers, mais émane aussi de tout le travail qui a été réalisé, et je le salue, les data scientists chez nous qui mettent les mains dans le moteur et vont chercher un petit peu ces éléments d'éclairage. Donc, pour cette intervention et à l'occasion, on a analysé l'offre, mais aussi la recherche. On a analysé le volume des annonces immobilières locatives sur Se Loger en 1 an et on a comparé mars 2021 versus mars 2020, mais aussi sur 3 ans, pour voir un petit peu par rapport à cette Covid, quel a été l'impact sur le marché concernant l'offre et la demande. Alors, il y a 11 villes qui ont été analysées, je ne vais pas les passer en revue, mais je vous donnerai bien évidemment accès aux données parce qu'elles sont extrêmement qualitatives et elles éclairent. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, ce qu'on constate, nous, sur Se Loger, c'est qu'il y a un boom de la location en France, et notamment des meublés. En 12 mois, au national, selon le baromètre Se Loger, côté meublé, on a une offre qui augmente de plus 129% par rapport à mars 2020. On est donc sur une tendance d'offre à la hausse qui a plus que doublé. Donc, le taux de meublé au national atteint même une part de 31,5% quand elle n'était que de 20% il y a encore 12 mois. Côté vide, c'est la même tendance. On est sur une tendance qui augmente puisqu'on constate plus 79,5% de location vide, majoritairement la composante de l'offre sur Se Loger. Voilà. Donc en local, parce qu'après l'échelle au niveau macro, on s'intéresse aussi au local, je vous l'ai dit, avec 11 villes. On constate que Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et Toulouse, ainsi que Nice et Lille, ce sont des grandes villes. La location vide et meublée affiche des hausses à 2 voire à 3 chiffres en 1 an, donc c'est quand même colossal. Par exemple, sur Bordeaux, on a plus 80% d'annonces de location vide, plus 402% d'annonces meublées, ce qui est quand même à signifier parce que c'est des chiffres qui sont exponentiels. Voilà. En gros, pour ce premier constat, donc, un boom de l'offre. Alors, qui dit boom de l'offre, est-ce que on a aussi une tendance qui est haussière sur la recherche? Je ne sais pas si j'en parle maintenant ou si j'enchaîne, mais
Je veux bien que tu parles aussi de la recherche, oui, comme ça on fera un panorama complet et ensuite on va y réagir. Alors, si on regarde par exemple la recherche depuis le début de l'année 2021 au niveau national, les volumes de recherche qui portent sur la location ont connu une baisse en février et en avril et un pic en mars 2021. Alors, il faut dire, tout s'explique, la baisse de février et le pic de mars, ce sont des tendances qui sont saisonnières. D'accord ? Ça n'a rien à voir, c'est saisonnier, c'est ce qu'on constate systématiquement d'une année à l'autre. Mais la baisse d'avril, c'est clairement lié au confinement, voilà ce qu'on peut dire. Donc oui, il y a des impacts de la Covid et notamment sur ce mois d'avril. Voilà. Donc quand on s'intéresse au poids de certaines villes dans les recherches au niveau national, on remarque que des villes comme Marseille ou encore Lille ou Lyon ont progressé dans le volume de recherche au global. Et on note aussi que sur les 4 premiers mois de l'année, Paris est la seule ville qui voit sa part de recherche globale baisser de 4 points. Voilà. Bon, c'est très clair. Si on parle, là, tu as cité plusieurs grandes villes ou villes significatives par le nombre de leurs habitants, je veux dire, le report sur les villes moyennes, parce que la stratégie, on en parlera avec Christophe Demerson, mais les propriétaires, c'est partout qu'elle doit s'exercer. Tout le monde n'habite pas les grandes villes ou tout le monde n'est pas propriétaire dans des grandes villes. Est-ce que les recherches nous prouvent qu'il y a un regard qui se tourne vers quelques villes moyennes, que ce soit pour des locations nues ou que ce soit pour des locations meublées? On constate en fait l'augmentation globale, elle est nationale. L'idée, c'est dans le métro. Mais aujourd'hui, on voit effectivement que le marché de report, il a autant sa signification sur la transaction qu'il ne l'a sur la location. C'est effectivement une tendance qui se constate et sur la transaction et sur la location. Parfait, merci beaucoup. Alors, David, je ferai réagir ensuite Christophe. Je l'aurais fait plus tôt si Yann Brossa avait pu rester, bien sûr, mais comme ça, on en profite pour avoir vraiment un paysage très complet. On pourra revenir vers toi, Séverine, si on veut d'autres chiffres, d'autres tendances. David, je disais tout à l'heure que tu reconnaissais, tout le monde reconnaît le travail d'exploitation des qui est fait par Se Loger. Maintenant, de ton balcon, tu as aussi, bien ici est aussi un portail de référence, tu as également beaucoup de données et peut-être aussi un mot sur l'évolution de la qualité des annonces. Sinon, de la qualité des biens, ça on va en parler tout à l'heure avec Stanislas, le professionnel de la transaction et de la gestion qui est avec nous. Mais est-ce que cette annonce nouvelle du marché du meublé, qui peut-être a été mise sous influence d'Airbnb, a donné lieu à une qualification des annonces, à une meilleure transparence, à une meilleure complétude des informations. Voilà, hein, bien ici, on reconnaît, j'attribue à chacun des atouts, mais on reconnaît aussi bien ici a fait un travail sur l'ergonomie, sur la qualité des annonces depuis l'origine. Donc, est-ce que là-dessus, tu as un constat particulier et peut-être d'autres données aussi pour compléter ou pour nuancer celle de Séverine? Merci Henri de me passer la parole. C'est vrai qu'on fait globalement le même constat pour rendre un petit peu une vision plus large. Ce qu'on a pu constater aussi, mais tout le monde l'a constaté, c'est finalement sur les dernières années, si on regarde depuis 2018, on a quand même une offre disponible de location qui tend à baisser. Donc l'effet qu'on a connu l'année dernière et pendant le confinement a été encore plus impactant, notamment sur la location meublée. Donc ça donne des effets quasiment disproportionnés, mais qui ont été effectivement très visibles sur la location meublée et notamment sur Paris. On fait globalement évidemment les mêmes constats que Séverine sur le marché. Moi, j'ai regardé aussi les durées d'écoulement parce que j'ai trouvé que la vision était intéressante. Effectivement, une offre de meublé qui s'est largement améliorée. Maintenant, je regardais sur Paris, mais du coup, avec une vision un petit peu plus nationale, on constate que 60% des nouvelles annonces de meublé, finalement, sont diffusées moins d'un mois. Ça veut dire que la durée d'écoulement est extrêmement importante sur la location meublée, un petit peu moins sur la location vide, puisqu'elle n'est que de 50%. C'est-à-dire 50% des annonces, des nouvelles annonces, sont écoulées dans le mois. Et d'une moyenne générale, on voit bien que 8 annonces sur 10 de meublé sortent dans les 2 mois. Donc ça, c'était des éléments importants aussi de comparer le meublé et la durée d'écoulement du meublé versus la location vide. Tu veux parler un marché plus que le marché des locations nues.
même si la différence ne paraît Absolument. pas aller à l'investisseur d'un besoin d'exploiter un logement, c'est pas rien. Hein. Exactement. Alors souvent sur des biens meublés, mieux, et tu m'as la perche effectivement sur de ces nous effectivement ce que l'on peut regarder sur la particularité de ces annonces de location meublée, c'est qu'effectivement plus attrayantes, plus de photos. Et là on voit toute la différence et nous on l'a perçu de manière assez claire sur la présentation de ces annonces, la qualité des photos et le nombre de photos. Si on regarde le nombre de photos, on se rend compte, allez, je vais prendre peut-être l'exemple de Paris où 95% des annonces de meublés ont plus de 4 photos, alors que les annonces de location vide, on n'est qu'à 85% d'annonces qui ont plus de 4 photos. Et si on va sur plus de 6 photos, 70% des annonces de meublés parisiennes ont plus de 6 photos, alors que là, en location vide, c'est à peine plus de 50%. Donc, déjà en termes de photos, il y a beaucoup plus d'efforts qui est fait sur prendre l'ensemble des pièces, les pièces techniques, mais montrer l'environnement global et l'aménagement de l'appartement, c'est important. Ensuite, sur la qualité des photos, on pourra dire, bon, les couleurs, le goût et les couleurs, ça ne concerne que celui qui va les regarder. Nous, on se rend compte quand même qu'il y a une perception et une qualité de photo beaucoup plus importante. Déjà, peut-être les professionnels font appel à du home staging, c'est un peu plus rangé, je ne dirais pas un peu plus propre, mais en tout cas, on prend soin à l'éclairage, à la qualité et à la saisonnalité de la photo qu'on prend. Ça donne une qualité perçue beaucoup plus importante, ce qui fait peut-être cet attrait et cet engouement pour la prise de contact sur ce type de bien. Est-ce que je t'interromps juste 10 secondes oui. là-dessus? Et même si c'est du subjectif pur, parce que je ne pense pas que tu es de stade, mais est-ce que tu as l'impression que la manière de meubler les logements, bon, tu as de l'expérience aussi dans le métier, a évolué favorablement? La photo, elle rend compte d'une réalité. Est-ce que tu as l'impression, j'y reviendrai aussi avec Stanislas, c'est une évidence, hein, même si lui s'est spécialisé, je dirais, dans le haut de gamme, mais il a un regard plus large. Est-ce qu'il y a des efforts majorés? Est-ce qu'on est plus dans le service et dans l'équipement de meilleure qualité, plus complet dans ces logements meublés? Je ne saurais pas répondre sur la qualité de l'ameublement et l'aménagement intérieur. Par contre, sur la perception de cette prise de vue, là, elle est clairement pertinente. C'est pour ça qu'on a vu aussi beaucoup de professionnels de la photographie se mettre à la disposition des agences immobilières et des différents intervenants pour leur apporter cette qualité, cette perception, en tout cas cette qualité d'annonce. Je vais juste compléter avec un élément qui fait partie aussi de la visite et de la vision qu'on a de l'aménagement d'un bien, c'est la visite virtuelle. Alors, d'une manière générale, on sait très bien que la visite virtuelle est plus portée par des transactionnaires, donc sur des biens à la vente. Malgré tout, sur ceux qui utilisent la visite virtuelle, et je sais que Book of Fête utilise beaucoup la visite virtuelle, c'est vrai que pour le coup, la visite virtuelle est beaucoup plus utilisée sur les locations meublées que sur les locations vides. Et ça, on le comprend aisément sur l'intérêt que ça peut porter sur l'attrait de l'aménagement du coup. Et dernier mot sur le descriptif. Là, on voit bien aussi une différence, mais encore une fois, c'est une perception plus qu'une statistique, puisque c'est assez difficile de se rendre compte de l'intention qu'on veut donner à un descriptif. En tout cas, quand vous les regardez, quand vous comparez un descriptif de logement meublé versus un logement classique, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de sens qui est donné, beaucoup plus d'un ton qui va donner envie aux candidats locataires finalement de contacter pour faire la visite. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup plus de sens à l'aménagement, à l'environnement. Ça se voit aussi par les photos où, je le disais tout à l'heure, il y en a plus, mais elles sont d'une qualité différente car on va aussi pouvoir montrer le quartier. Ça, c'est plus une tendance, à mon sens, Airbnb qu'une tendance agent immobilier classique, où on va montrer peut-être la façade, en tout cas l'arrière, et surtout l'intérieur de l'aménagement. Donc, voici ces quelques différences qu'on a pu regarder. Le descriptif fait partie aussi de l'attrait de l'annonce. Merci beaucoup, Séverine. Demande la parole. Ça, voilà, on aura encore une fois une somme importante d'informations et puis on va parler des stratégies avec Christophe ensuite. Séverine. Il faut mettre le micro en revanche et la caméra parce que moi, je ne te vois pas apparaître. Je suis là. Voilà. Juste, je voulais compléter les propos de David Benbassa sur les locations meublées. Juste revenir sur Paris. Sur Paris, il y a des chiffres quand même qui sont, et pour revenir aussi sur Yann Brossa, sur ses propos, plus 256% d'offres locatives vides à Paris. Donc, le phénomène donc, est assez énorme. Et plus de 190% de biens meublés à Paris. Ah oui, donc il était en dessous, il n'est pas assez attentif au chiffre de se loger, il était en dessous tout à l'heure. Il a parlé de 200%. Ça a été
multiplié par 3. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le poids du meublé à Paris est passé en 3 ans de 43% à 54%. C'est-à-dire que plus d'une annonce locative sur 2 à Paris est ameublée. Voilà. Et à Bordeaux, c'est 67%. Donc, on voit qu'il y a des chiffres qui sont quand même… Parfait. Alors, c'est précieux. Tout à l'heure, je reviendrai aussi vers toi pour qu'on parle d'argent, pour qu'on parle de rendement locatif, parce que je sais que dès le premier observatoire, j'étais là pour son lancement, vous avez fait l'effort de travailler sur les rendements locatifs comparés de la location nue, location meublée, donc on abordera ce sujet. Voilà, on va parler de tout cela, de choix des investisseurs, de tendances, peut-être aussi de conscience plus ou moins forte de tout ce que vous venez de dire de la part des propriétaires, investisseurs particuliers. Est-ce qu'ils réalisent tout ça? Quelle est leur réflexion? Et bien sûr, sur fond de réglementation. Alors, la réglementation, Yann Brossat a rappelé des choses qui valent dans toute la France, qui sont de l'ordre de la loi et du législateur. Il a parlé de spécificité parisienne, il a même parlé de projet et de durcissement dans le contrôle, dans la maîtrise des locations touristiques. Donc, Christophe, comme président de l'UNPI, représentant, c'est écrit derrière toi, 25 millions de propriétaires, ta réaction à la fois à la décision publique, pas qu'à Paris. La maire de Paris a évoqué l'autre jour aussi de passer de 120 jours à 30 jours. Elle a été très mal accueillie, sa proposition de la ministre du Logement. Mais là, c'est ton regard qui va nous importer. Et puis les stratégies. Voilà, les stratégies, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu vois de bien ou peut-être de plus regrettable dans ce qui se passe depuis un an? Alors, merci de me donner la parole, Henri. C'est vrai qu'il y a plusieurs… J'ai observé que j'étais content d'entendre Yann Brossat, de le voir développer ses arguments. J'ai jamais eu l'occasion de discuter avec lui. C'est vrai que je vois ce qu'il fait, j'écoute ce qu'il dit. Il est très dur à rencontrer, donc je profite de ton émission pour lui lancer un appel. Moi, je suis prêt, c'est bien de voir des citoyens, de consulter 20 citoyens, de tirer des gens au sort, de faire des consultations, tout ça. Mais je pense que c'est aussi bien de rencontrer des représentants propriétaires. Donc, moi, ma porte est ouverte, l'UNPI est ouverte, on est prêt au dialogue, on est prêt à construire, je suis prêt à aller le voir. Donc, je profite de ton émission pour lancer cette invitation parce que je pense toujours que du dialogue, il y a toujours des choses intéressantes qui peuvent naître. Alors, la première partie de son discours m'a intéressé. C'est vrai que le législateur, vous l'avez souligné, tu l'as dit, le législateur a repris, il y avait des choses à voir, il y a des engagements quand même qui ont été pris sur les locations de longue durée, sur les locations de moyenne durée, sur Airbnb, il y a des choses qui ont été faites. C'est vrai que c'était l'anarchie, maintenant ça se régulait. Il y a un certain consensus qui était apparu, c'était cette histoire des 120 jours. 120 jours, ça commençait un petit peu à se réguler et un peu… Alors, ce qui se passe après, c'est qu'il faut se poser la question, pourquoi les propriétaires se tournent vers Airbnb? Parce que c'est pas le tout de pourchasser sans arrêt les propriétaires, il faut aussi voir pourquoi les gens, au-delà, j'allais dire, de l'aspect financier, pourquoi les gens vont vers là? C'est parce que les propriétaires vers ce type de location. C'est parce qu'il faut reconnaître qu'on fait quand même pas mal de misère aux propriétaires et que le propriétaire, il a horreur des contraintes, il cherche de la rentabilité et il cherche aussi quand même une certaine stabilité. Et je reconnais que cette nouvelle annonce que nous fait Yann Brossat, c'est encore une mauvaise nouvelle. Je voudrais bien discuter avec lui parce que ce qu'on a besoin aujourd'hui, un investisseur, l'immobilier, c'est du temps long. Je veux dire, les gens, quand on achète un appartement, quand on fait des travaux, quand on fait un aménagement, tout le monde a parlé tout à l'heure de la professionnalisation des gens à l'intérieur qui essayent de mieux le meubler, de donner des services de qualité. Tout ça, je veux dire, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de la réflexion. Donc, il faut une stabilité législative, il faut une stabilité fiscale. Comment veux-tu que des gens qui s'engagent, si on commence par leur dire, voilà, on part sur les 120 mois, maintenant les gens partent avec une idée sur les 120 mois, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des gens qui… 120, oui. Ah, on voit que tu souhaiterais que ce soit 120 mois. Mais non, parce que tu sais, moi je suis aussi père de famille et j'ai observé comme tout le monde que c'était difficile de se loger à Paris. Mais j'ai aussi observé plein de gens qui sont dans l'attente. C'est-à-dire que nous, à l'UNPI, mais partout, tu dois le voir quand on croise des gens à rue, j'allais dire au restaurant, mais c'est pas le cas. Les gens, ils savent plus quoi faire parce que si tu veux, les gens, ils sont inquiets. Les gens, ils disent, qu'est-ce que je vais faire avec mon appartement? Le temps, le meublé maintenant vide.
Ça fait peur aux gens. Il y a des contraintes. Benjamin en parlait tout à l'heure. Il y a des contraintes et c'est vrai que ces contraintes, elles font de plus en plus peur aux gens. Il va y avoir les contraintes sur le thermique. Qu'est-ce qui va se passer? La fiabilité du diagnostic, tout ça. Les gens ne savent pas exactement. S'il y a un mauvais payeur, la loi s'est un petit peu améliorée, mais c'est pas parfait. Donc les gens, ils sont inquiets. Les gens, ils se tournent vers la facilité, ils se tournent vers le Airbnb. Donc, moi, je pense qu'il faut être pragmatique. Il ne faut pas encore faire de l'instabilité parce que là, maintenant, on commence à dire, ah oui, d'accord, c'est bien là, mais alors, il y a certaines zones où on ne veut pas aller, d'autres, oui. Alors, si tu veux, alors après, ça va être de quel côté de la rue? Ça, c'est comme l'encadrement des loyers. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il faut une stabilité. Et puis après, j'écoutais Yann Brossat qui parlait du Marais, d'accord? Alors, le Marais, ça va s'arrêter où? Et puis, alors, on va encore empiler une réglementation sur la réglementation. Non, moi je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il y a des règles où il y a à peu près un certain consensus qui s'est dégagé. Je pense qu'il faut peut-être encore affiner des détails, notamment par exemple sur le bruit, parce que c'est vrai que les copropriétés sont pas faites, c'est pas des hôtels. Mais je pense aussi quand même que moi je regarde le droit de propriété, le petit propriétaire, le propriétaire privé, ben, ça peut l'aider pour payer son crédit, pour pouvoir se payer des vacances. Et ben sa taxe foncière. Sa taxe foncière. Alors, la taxe foncière, on le rappelle assez, mais la taxe foncière sur 10 ans, c'est quand même plus 30%. Je veux dire, voilà, c'est une anecdote. Donc, les gens, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et les gens, ben, ils essayent de tirer des revenus. Alors, pourquoi pas? Moi, je vois pas pourquoi. Alors, si quelqu'un a acheté au Marais ou je sais pas, d'un autre quartier qui l'intéressait, à Montmartre, je crois, pourquoi on irait pénaliser le propriétaire du Marais et de Montmartre? Puis après, quand la personne elle va être de l'autre côté de la rue, elle va dire pourquoi moi, pourquoi pas moi? Je veux dire, c'est comme sur Christophe, le loyer. Oui. Alors, pour être précis là-dessus, sachant que après on parlera des conseils peut-être en termes de stratégie que tu peux donner et vous en donner à vos adhérents à l'Union. Tous les jours. Sur ce que tu peux souhaiter, on entend que tu ne souhaites pas un alourdissement de la réglementation et que même tu veux qu'elle soit stable. Sur la question particulière du meublé de tourisme, tu as raison de dire des propriétaires, et je crois que c'est reconnu même par Yann Brossat ou d'autres élus nationaux, des propriétaires peuvent avoir besoin de ces locations courtes lucratives, on va dire, et qui leur permettent, pendant qu'ils n'occupent pas leur logement, parce que c'était l'idée, hein, par définition, de faire une location meublée de courte durée. Sur la durée des 120 jours, on a entendu, je te fais réagir à ça, on a entendu la maire de Paris dire, pour Paris, mais encore une fois, ça peut contaminer d'autres villes, on l'a dit, hein, il y a un échange, Yann Brossat l'a dit, entre les grandes villes, les capitales. Est-ce que ces 120 jours sont trop? Est-ce qu'il faudrait, elle va très loin, elle dit 30 jours, est-ce qu'il faut 90 jours? En fait, ton regard là-dessus, on rappellera que 120 jours, ça fait 4 mois. Hein, alors, ça renvoie à la réglementation fiscale, hein, puisqu'une résidence principale, c'est au moins occupé 8 mois dans l'année. Bon. C'est ça. Voilà, donc ton regard sur la durée, et est-ce que tu penses, alors vous avez déjà des obligations déclaratives qui ont été introduites par le législateur aujourd'hui, est-ce que toi, tu t'arrêterais là et tu dis, après, c'est la liberté des propriétaires. Voilà. Est-ce que tu as dit aussi, il faudrait améliorer la fiscalité, la location vide pour qu'il n'y ait pas une tentation si forte de report. Voilà. Absolument. Et donc, sur la durée, ton regard sur la durée. Non, moi, sur la durée, je reste sur la durée. Si tu veux, la durée, on est parti sur 120 jours. Et je pense que c'est bien 120 jours parce que ça correspond, il y a une logique dans les 120 jours. Tu l'as souligné, voilà, la résidence principale, c'est 8 mois. Donc après, les gens partent, tu sais comme moi que les gens ils prennent un mois de vacances où ils s'en vont. Les gens, ils partent les week-ends. Les gens, ils prennent des ponts. Les gens, ils ont un RTT. Oui. Je veux dire, au nom de quoi on irait interdire à ces propriétaires de louer leur appartement? Je rappelle quand même, Henri, que c'est leur résidence principale. C'est leur résidence principale. C'est pas des spéculateurs. C'est des gens qui ont acheté un bien, ils sont chez eux, qu'ils soient au Marais, à Montmartre, ou rue Mouffetard, ou rue de la Convention, ils sont chez eux. Et je pense qu'ils peuvent pouvoir disposer de leurs biens comme ils l'entendent, pouvoir faire fructifier leurs biens comme ils l'entendent, et évidemment pour l'entretenir également, pour améliorer les conditions d'accueil des autiseurs, mais puis aussi pour améliorer les conditions d'accueil de leur famille à l'intérieur. Mais tu l'as souligné, c'est que les impôts fonciers, c'est quand même pas rien. Si on regarde à l'échelle d'un ménage, mais il n'y a pas que les impôts fonciers, c'est globalement tout augmente. Donc, si tu veux, les gens, ils n'ont pas d'autre choix parce qu'ils sont partis sur ce modèle. Je ne vois pas au nom de quoi, et peut-être qu'à Barcelone,
Barcelone, il y a un autre modèle, mais c'est peut-être pas la même fiscalité à Barcelone qu'à Paris ou qu'à Lyon ou qu'à Bordeaux. En France, on a une fiscalité qui est lourde. Les gens, eh ben, ils ont choisi d'être, s'ils habitent là, c'est qu'ils ont choisi d'être là. Donc, je vois pas au nom de quoi, même s'ils habitent un petit appartement, pourquoi on irait leur interdire de faire ça et d'avoir des revenus? Alors, tout à fait clair. Dernier mot, mais on reviendra vers toi. Et après, très logiquement, on va faire s'exprimer un professionnel de la location meublée. Et on parle bien de stratégie. Je pose tout de suite une question qui est arrivée par le chat. Est-ce que des propriétaires parisiens, allez, on va dire à Paris, n'ont pas profité du confinement à la campagne? C'est vrai que ça a été une tendance, quand on pouvait le faire, pour mettre leur appartement parisien ou d'une grande ville en location. Est-ce que ça, c'est une tendance que tu dirais avoir constatée? Moi, je ne l'ai pas constaté. Ce que j'ai surtout constaté, c'est que c'est des gens qui étaient très inquiets parce qu'ils ont laissé leur appartement très longtemps. Et il y en a quelques-uns qui sont revenus avec des squats, moins que ce qu'il y avait des gens qui étaient apeurés. Mais c'est vrai que ce que j'ai surtout constaté, c'est quelques cas de squat. Et j'ai plus constaté ça que de gens qui avaient reloué. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas eu ce type de cas qui m'a été rapporté, ou des gens qui n'étaient pas habitués à ça. Non, je pense que honnêtement, je pense que les gens qui se mettent dans ce type de projet, eh ben, c'est des gens qui ont besoin de revenus, peut-être qu'ils veulent acheter une pièce supplémentaire et s'agrandir parce que leur famille s'agrandit. Ils ont un enfant, ils vont en avoir deux, donc ils veulent acheter une pièce supplémentaire. Donc voilà, ils essayent d'optimiser et de louer 120 jours s'ils peuvent dans le cadre légal. D'accord. Alors, en termes de stratégie, si on demandait, et je suis sûr que la question vient dans des consultations de l'UNPI ou de ses chambres. Aujourd'hui, je suis propriétaire à Paris, je suis propriétaire à Bordeaux, à Marseille, on a cité plusieurs villes avec Séverine. Qu'est-ce qui est préférable? Alors, toute chose à mettre dans la réflexion, la fiscalité étant ce qu'elle est, l'évolution de la demande, les circonstances. Est-ce qu'aujourd'hui, le conseil de passer de la location de courte durée, avec l'envie qu'on peut avoir d'en faire, on a compris l'utilité, mais est-ce qu'on peut dire, mais passer sur un meublé de longue durée parce que, pour tel et tel argument, ceux qui sont en location vide, est-ce qu'on leur dit, mais la location meublée aujourd'hui, elle présente un certain nombre d'avantages, aussi en termes de rendement locatif? J'ai dit qu'on devrait parler un petit peu d'argent. Le principal conseil que je donnerais, tu sais, Henri, par rapport à la question que tu poses, elle est intéressante, mais je pense que je ne prendrai pas le problème quand j'ai quelqu'un devant moi qui n'est pas trop expérimenté sur ce type de projet. C'est que justement, je dirais à la personne qu'un projet immobilier, ça se bâtit. Donc, je partirais plutôt à l'inverse. Je pense que l'argent, il peut se gagner quand on a vraiment une stratégie à long terme et une stratégie patrimoniale à long terme. C'est-à-dire que je dirais à la personne de ne pas regarder seulement, par exemple, tout de suite avec le temps de la pandémie, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois, qu'est-ce qui se passera dans un an. Non, bien sûr, c'est intéressant, mais j'irai plus loin que ça. Je dirais, voilà, vous pensez avoir combien d'enfants? Un enfant, 2 enfants? Est-ce que vous pensez rester dans votre appartement? Est-ce que vous pensez en faire une résidence principale? Est-ce que vous, à votre retraite, est-ce que vous partirez à la campagne? Est-ce que vous allez faire des donations? Quand je vois les préparation de beaucoup de Français, et je pense que cette stratégie patrimoniale est à long terme. Et notamment, par exemple, je ne sais pas si je sais, par exemple, le démembrement à l'achat, des choses comme ça. Je pense que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites, et on voit beaucoup qui arrivent et qui se réveillent et qui ont 50 ou 60 ans et nous disent qu'est-ce qu'on fait, on va commencer, on a des enfants, on veut donner, et voilà. Et donc, je pense qu'il faut vraiment établir une stratégie patrimoniale. Je partirais plus sur la stratégie patrimoniale de longue durée que sur si je vais faire court, si je vais louer en nu, en meublé, en Airbnb. Je le ferai ça, mais plutôt, pour répondre à ta question, cette question, je répondrai plutôt à l'intérieur d'une stratégie d'ensemble. D'accord. C'est très clair. Alors, Stanislas Couteau, fondateur de Bookfly. Un petit mot, c'est pas de la pub. On a le droit de parler avec chaleur de son enseigne dans ses conférences, mais j'y vois un intérêt plus marqué. J'ai le sentiment, mais vous allez me dire si je me trompe, que les professionnels de l'administration, de la gestion ou de la transaction locative n'ont pas beaucoup d'accent dans leur stratégie sur les locations meublées.
j'ai le sentiment que, oui, dans les portefeuilles, il y avait toujours quelques meublés, mais qu'ils ne sont pas nombreux, les spécialistes qui ont choisi cette voie et qui ont cru finalement dans ce segment. Alors, ce n'est pas votre cas, justement. C'est ça qui est intéressant. Donc, la première question, ça vous permettra de présenter l'entreprise, mais pourquoi avoir fait ce choix? Et vous ne l'avez pas fait hier, hein, puisqu'on parle avec Christophe de stratégie de long terme. Vous n'avez pas créé votre entreprise en mars dernier. Donc, pourquoi ce choix de la location meublée? Quel avenir vous lui prêtez? Qu'est-ce que vous avez un baromètre, hein, d'ailleurs, vous suivez aussi, hein, l'évolution de la demande meublée. Voilà, vos propres constats, et on en arrive aussi au conseil stratégique, même si ce qu'a dit Christophe, évidemment, doit toujours être en toile de fond, les stratégies patrimoniales. Pour autant, apprécions la qualité de ce segment de la location meublée et par rapport à Airbnb, naturellement, et à la location nue. Oui, alors moi je trouve ça assez amusant en fait parce que j'ai commencé à faire de la location meublée au début des années 2000. Donc on va dire il y a 16 ans, presque 17 ans. Et alors à l'époque il y avait très peu de meublés. J'avais commencé avec un petit studio, j'avais un peu le goût de la déco, j'avais envie de monter une agence, mais alors il y avait encore très peu de photos, comme disait David. J'avais pris un petit abonnement à Se Loger, ça démarrait, donc c'était Vous venez du vraiment marketing, hein, votre origine, c'est pas l'immobilier. Hein, vous avez fait non, ce pas métier du avant. tout. Moi, je venais Voilà. de l'univers de la pub. J'avais le goût du digital. Voilà. J'avais créé des sites dans une agence du groupe Havas. J'étais concepteur-rédacteur et je voulais monter mon site. Et évidemment, j'avais un peu le goût du haut de gamme, le goût de l'hospitalité. Donc, je voulais monter un business autour de ça. Et à l'époque, il y avait très peu de meublés. C'était plutôt des propriétaires étrangers qui investissaient à Paris, comme des Italiens, des Américains, où il y avait déjà un peu cette culture anglo-saxonne ou de l'ameublement. Et moi, ça m'amusait de rentrer dans cette niche. Et c'est vrai que on passait encore des annonces sur des sites américains comme Craigslist. On passait encore des annonces dans le Herald Tribune, dans la version papier. Donc, je parle vraiment des tout débuts. Et alors, c'est vrai que des sociétés comme Se Loger nous ont permis, nous les agences un peu digitales, puisqu'on n'a pas de pignon sur rue, on a toujours travaillé de façon digitale, de mettre nos photos, de faire du grand angle, de faire de la retouche, de surfer un peu sur la vague déco, Ikea, et d'offrir des appartements prêts à vivre pour une clientèle internationale au départ, plutôt en mobilité. Et petit à petit, je dirais que voilà, c'est rentré aussi dans les coutumes, enfin dans les usages aussi des Parisiens, de louer un meublé, soit pour des jeunes actifs, soit pour des gens qui font des travaux chez eux ou qui divorcent. Voilà. Donc en fait, c'est comme ça que petit à petit, ce marché de niche, qui au début était un marché de niche plutôt de cœur de ville, avec des propriétaires plutôt étrangers, est devenu un marché beaucoup plus important. Mais surtout, pourquoi il est difficile à appréhender pour les professionnels? Pour répondre à la question, je pense que déjà, il y avait cette clientèle un peu plus exigeante et notamment étrangère, donc c'est pas évident. Il faut créer le contact, il faut la driver. Et après, c'est un marché qui est quand même complexe en termes de gestion, parce qu'il y a du mobilier, il y a de la propreté, il y a du turnover. Les locataires restent entre 18 et 24 mois maximum. Donc nous, voilà, on loue 200 appartements par mois. On a une équipe juridique et de gestion vraiment importante pour faire ça. Donc c'est vraiment un savoir-faire et surtout dans le haut de gamme, on est obligé d'offrir un service haut de gamme. Rien que pour les photos, on a des retoucheurs, on a des photographes, enfin voilà, on a vraiment mis, j'allais dire, le paquet vraiment sur le digital. Et donc, voilà, évidemment, on passe par des plateformes comme Se Loger ou bien ici, parce que avec notre site, on va toucher plutôt une clientèle internationale. On travaille beaucoup le référencement. Bookeflat, d'ailleurs, c'est un nom plutôt anglo-saxon. Mais avec Se Loger, avec bien ici, on va toucher la clientèle parisienne. Et aujourd'hui, c'est elle qui fait le marché à Paris. Puisque vous l'avez dit, enfin, ils l'ont dit
se loger le dit, l'offre est supérieure à la demande. Donc, il faut la qualifier. Tout à l'heure, il y a 10 000 annonces de meublés sur se loger. J'ai regardé ce matin. On dit qu'il y a à peu près 100 000 meublés sur le marché locatif. Donc, ça voudrait dire qu'il y a en ce moment 10% du marché locatif qui est vacant et qui se trouve sur se loger. Donc, nous, par exemple, on a 400 appartements à louer là aujourd'hui. Donc, voilà, c'est sûr que c'est inédit que l'offre soit supérieure à la demande. Alors voilà, c'était dit tout à l'heure dans une question du chat, hein, je vais vous relancer sur 2-3 choses. Une offre qui est très importante par rapport à la demande. Ça veut dire, c'est peut-être pas le cas partout, mais sur votre marché, qui n'est pas le moindre, hein, Paris, Île-de-France, c'est la vérité, vous nous donnez des chiffres. Ça veut dire qu'il faut qualifier l'offre, c'est aussi une exigence aujourd'hui que peut-être on comprend un peu moins dans les locations nues et qui s'impose très clairement sans forcément être dans le haut de gamme. C'est sûrement plus vrai encore dans le haut de gamme, il faut une qualification de l'offre, très clairement. Alors, en fait, aujourd'hui, je vais parler concrètement parce que c'est mon travail de tous les jours. J'ai des propriétaires qui ont des appartements à louer qui ne trouvent pas preneur. Avant, les propriétaires étaient très gâtés à Paris. Ils mettaient l'annonce. Tout de suite, on avait des demandes, on faisait des visites. Et puis, en 15 jours, c'était plié, quoi. Ça, c'est le schéma normal. Là, aujourd'hui, comme le disait David, on peut mettre quand même 2 mois pour louer un appartement. Donc, pendant ces 2 mois, le propriétaire, si on lui donne pas de nouvelles, déjà, il va voir ailleurs. Il va aller sur les marchés de gré à gré, comme Gens de Confiance, Le Bon Coin. Bien sûr. Donc, nous, en période de crise, notre travail, et c'est pour ça qu'on a fait un baromètre pour leur tenir finalement un discours de vérité, de visibilité, leur donner toutes les données, et de leur dire, voilà, il y a de la demande à Paris. Mon marché, je parle de Paris parce que c'est vraiment là que je suis. Il y a un effort à faire de votre part pour trouver preneur sur ce marché-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, le marché, c'est ce qu'on dit dans le baromètre, c'est 80% de résidence principale. Donc, c'est pas la peine de viser du code civil, des beaux sociétés. Il y en a pas en ce moment. Il y a plus d'étudiants, ils sont tous en visio. Donc, si vous avez un studio, ça va être plus compliqué. Hein. La part des contrats de studio, c'est passé de 34% l'année dernière à 26% cette année. Il n'y a plus d'expatriés en mobilité ou beaucoup moins. Donc, tous les pieds-à-terre pour étrangers dans les quartiers un peu luxe, type 6e, Marais, justement, il y a beaucoup moins de demandes. Alors, il y a un effet d'observation, et ça, c'est ce que Séverine disait, sur les gens sont en télétravail, donc ils regardent beaucoup les annonces, ils sont vraiment tout le temps sur leur smartphone, donc évidemment, on a envie de déménager, on a envie de plus grand. Donc, il y a un marché, mais c'est un marché qui est plutôt parisien, c'est plutôt un marché qui est plutôt français. Donc, et qui dit français dit encadrement des loyers. Les Parisiens, aujourd'hui, les Français connaissent l'encadrement des loyers. Donc voilà, j'en reviens à mon travail de tous les jours, de dire aux propriétaires, faites un effort, rapprochez-vous de l'encadrement des loyers. Donc, 2 pièces que vous louiez avant 1 800 €, vous allez peut-être le louer 1 400, mais vous allez le louer. Donc, alors, on pratique une remise exceptionnelle. Ça, on a validé ça avec le SNPI notamment, pour leur dire, vous pouvez baisser votre loyer. On va indiquer le loyer de référence habituel, mais on va faire un avenant pour dire que vous pouvez le baisser exceptionnellement. Ça fonctionne. D'accord. Donc, en fait, on se rend compte que voilà, les propriétaires, ils sont assez résilients, en tout cas à Paris. Il y a un marché, d'ailleurs, bon, on le voit, il y a un marché local. Il n'y a pas de vague de demande brutale comme en mai dernier, après le déconfinement du mois de mars, où il y a eu vraiment un effet de rattrapage. C'est-à-dire, on est passé de qui tout doux. Là, on voit que l'activité immobilière a quand même continué.
donc, il n'y a pas une montée brutale. Par contre, je trouve qu'il y a un effet bénéfique finalement. On dit que l'encadrement des loyers, ça peut un peu être perçu négativement. Voilà, on ne va pas demander l'avis de Christophe là-dessus parce qu'on le connaît. Ça peut être perçu négativement. Voilà, on va dire ça. Voilà. Non, mais ça peut être perçu négativement parce que voilà, il y a d'un côté, on dit, ça alimente l'image de deux camps opposés en fait. Oui. Des propriétaires riches, rentiers, les locataires qui n'arrivent pas à trouver de logement, surtout à Paris, dans les zones tendues. Ce qu'on voit surtout, c'est que les propriétaires, ils remboursent des crédits et que voilà, ils ont aussi leurs contraintes. Maintenant, je parlerais plutôt d'observatoire en fait, parce qu'on se rend compte que l'encadrement des loyers, finalement, il colle assez bien au marché. On se rend compte que quand on se rapproche du loyer de l'encadrement, qui est pas mal quand même à Paris, parce que pour du vide, on parle quand même de 30 € du mètre carré. Pour du meublé, on est quand même à 40 €. Donc, sur un 40 mètres carrés, ça fait quand même 4 x 4, 16 600 €. On peut ajouter, et c'est là où il faut voir le côté positif, on peut ajouter des primes pour, entre guillemets, les bons propriétaires. Il y a les compléments de loyer. Donc, globalement, c'est un discours. Alors, je devrais peut-être que je vais pas me faire que des amis dans la réunion. Non, mais il y a une grande liberté, je ne l'ai pas redit, je ne vais pas le dire à chaque fois, Benjamin non plus. Il y a toute liberté dans ces débats du cercle des managers. C'est très intéressant. C'est vrai que ce discours, mais que vous démontrez techniquement, vous de chiffres à l'appui, il est rare. Bon, voilà. Vous n'avez pas caché qu'il pouvait y avoir un aspect dissuasif, etc. Maintenant, avec la calculatrice à la main, vous dites c'est tenable et les prix ne sont pas aberrants. On rappellera que l'encadrement porte autant sur les meublés que sur la location vide. Je pense que tous les participants le savent, mais je vais le rappeler. Non, intéressant. Alors, une chose, après, j'irai vers Séverine et on reparlera rendement. J'ai de nombreuses questions posées de manière assez dure. C'est même pas des questions pour dire mais enfin c'est bien gentil tout ça, mais les contraintes qui pèsent, y compris sur le meublé, qu'on a estimé plus attrayant à un moment donné au plan fiscal, sont en train de se durcir. On parle de l'assujettissement la cotisation sociale du statut LMNP, on parle d'une manière générale des contraintes et donc une profitabilité qui est trop faible. Votre regard, vous avez ces objections, j'imagine, de la part des propriétaires. Vous avez parlé des arguments que vous opposiez à l'encadrement. Sur le sujet fiscal, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'aujourd'hui, on a un espace de plus grande liberté, de plus grande attractivité avec le meublé ou pas? Déjà, le LMNP, pour l'instant, c'est toujours d'actualité. Après, moi, je suis pas fiscaliste, je suis agent immobilier, mais je peux conseiller quand même aux propriétaires qui font l'acquisition d'un bien de pouvoir amortir les revenus sur 10 ans et de faire une opération neutre fiscalement. Donc, ça reste intéressant. LMNP, location meublée non professionnelle, je pense que ça reste quand même une niche attractive fiscalement. Après, sur la rentabilité, c'est pareil, ça dépend du prix d'achat, mais enfin, bon, vaut mieux louer 40 € du mètre carré que 30 ou que 20. Bon, voilà. Après, je pense que le meublé, on est quand même un peu au-dessus du vide et des revenus de la location nue. Il y a moins de frais. Bon, en moyenne, le turnover chez nous, c'est 18 mois. Donc ça, c'est vrai que c'est une contrainte. Ça veut dire que tous les 18 mois, il faut changer de locataire. C'est là où nous, on a une valeur ajoutée en tant qu'agence. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de creux ou en tout cas qu'il y en ait le moins possible. Et c'est ce qui panique un peu les propriétaires de se dire, oh là là, voilà. Après, il y a pas… Là, on est un peu un plan B aussi à la location saisonnière dans le sens où il y a moins de frais de maintenance. La location saisonnière, finalement, c'est beaucoup de boulot, quoi. Il faut quand même accueillir les gens, s'occuper du nettoyage, payer l'électricité, Internet, toutes les charges. Voilà. Donc, vous avez constaté un report soit sur vos clients qui faisaient les deux, soit sur des clients qui ont abandonné le Airbnb, alors contraint et forcé parce qu'il n'y avait pas de demande. Mais est-ce que vous sentez que durablement, je vais vous
faire un exercice difficile, mais durablement, même à supposer que demain les avions fonctionnent comme par le passé, que les flux touristiques soient les mêmes, ce sera le cas un jour ou l'autre. Est-ce que vous pensez que l'attrait du meublé de longue durée, appelons de longue durée 18 mois, 24 mois, mais par différence avec quelques jours, Airbnb, est-ce que ça a séduit et est-ce qu'il y a cette conversion d'un marché vers l'autre, vous la voyez structurelle plus que conjoncturelle? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires. Nous, on en a récupéré quelques centaines, on va dire. Bon, c'est pas mal déjà depuis un an qui faisaient entre guillemets du Airbnb de façon un peu illégale, donc sans commercialité. Et aujourd'hui, entre ce que dit Yann Brossat, la régulation, et je pense que c'est le sens de l'histoire, quoi. Il faut réguler. On peut plus accepter qu'il y ait des hôtels clandestins dans le Marais. Moi, j'en connais. Enfin bon, tout le monde le sait. Bon. Donc j'ai beaucoup de propriétaires qui se disent bon, je vais pas gagner 2500, je vais gagner 1500, mais j'ai beaucoup moins d'emmerdes entre guillemets à gérer. Je vais pas avoir la copropriété sur le dos, la mairie de Paris, les frais à payer et tout. Donc voilà. Et finalement, pour gagner 200 ou 300 euros de plus, cela, je pense que c'est durable. Ils vont se dire, surtout si les touristes reviennent pas, ils ont déjà eu une saison un peu difficile l'année dernière. Donc là, s'il y a encore une saison difficile, je pense qu'ils vont vraiment durablement revenir et la régulation va jouer son rôle. Après, les gens qui avaient acheté des locaux commerciaux pour en faire vraiment un business. Alors, c'est une question que j'allais vous poser parce qu'elle a été posée. Les locaux commerciaux, au terme du Code de l'urbanisme, peuvent être utilisés à des fins de location saisonnière. Qu'est-ce qu'il en est? C'est un marché, ça? Là, c'est le seul moyen aujourd'hui de faire de la location saisonnière légalement. Alors moi, c'est pas mon domaine, mais aujourd'hui, si vous n'avez pas de commercialité, vous n'avez pas le droit de faire de location saisonnière, sauf si c'est votre résidence principale. Il faut que les choses soient claires. Donc les gens qui font un investissement locatif, c'est quand même on peut rappeler cela, je donnerai la parole ensuite à Séverine, je dis ça pour la rassurer. Elle a demandé la parole, mais je comptais retourner vers elle. On peut rappeler la réglementation. On peut acheter cette commercialité, mais il faut la compenser, en clair. Voilà, donc autant dire que c'est pas rentable et que c'est compliqué. Il faut acheter la même superficie en habitation, hein, pour simplifier. Exactement. Donc il y a des investisseurs et ils ont tout à fait raison. Ils vont acheter des locaux commerciaux, donc soit des boutiques qu'ils transforment en appartements, soit des bureaux. Il y a des immeubles à Paris avec une grande mixité où il y a à la fois du bureau et de l'appartement. Et donc là, on peut faire du Airbnb légalement parce que c'est une activité commerciale. Et donc là, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas d'histoire de 120 jours, on peut le faire toute l'année. Moi, j'ai mes bureaux dans un immeuble à Opéra dans lequel il y a une commercialité. Et au-dessus de mes bureaux, il y a 5 appartements Airbnb. Bon, voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs. Ils vont faire le dos rond. Ils essayent un petit peu de louer en attendant par leurs propres moyens, mais c'est pas des propriétaires qui vont aller naturellement vers moi ou vers des agences. Je pense qu'ils vont continuer à faire du Airbnb plus tard. Et à la limite, tant mieux, parce qu'on est content aussi quand on voyage de trouver un appartement pour se loger avec ses enfants. Oui. Donc tout le monde doit vivre ensemble. Moi, je suis pas contre Airbnb. Je suis pas contre Airbnb. Je dis juste qu'il faut le faire légalement. Et déjà, c'est compliqué de se retrouver parfois. Une petite précision, elle m'a pas été inspirée par une question, mais je pense que c'est utile. Si on est propriétaire d'une résidence secondaire dans les grandes villes, c'est le cas notamment à Paris, pied-à-terre, on disait à une époque, on peut également, comme si c'était une résidence principale, mais de manière contrainte à 120 jours, la louer? Non. D'accord. Les gens qui font... C'est pour ça, aujourd'hui, la majorité des meublés dont on parle, là, les 10 000 meublés qui sont sur Se Loger aujourd'hui ou sur Bien Ici, ce sont des investissements locatifs qui ont été faits en majorité par des franciliens qui se sont endettés et qui ont fait un crédit pour avoir des revenus complémentaires, soit à la retraite ou soit pour loger leurs enfants plus tard. Ça, c'est la réalité. Et ça, c'est des résidences secondaires puisque eux habitent dans les Yvelines ou ailleurs en France et ils ont acheté un studio ou un 2 pièces à Paris. Ils n'ont pas le droit de faire de Airbnb. Ils n'ont pas le droit. C'est une résidence secondaire. Donc, soit ils ont de la commercialité et ils peuvent en faire, soit ils en ont pas. Ils sont obligés de faire de la location nue ou de la location meublée classique avec des baux d'1 an et 9 mois pour des étudiants.
Très Voilà. clair. Je reviendrai vers vous, Stanislas. Il y a des questions notamment qui vont m'y conduire. Séverine, d'abord, tu demandais la parole. Et ensuite, j'avais annoncé un sujet qui me fera revenir vers Stanislas ou vers Christophe en particulier, celui du rendement locatif. Est-ce que vous avez des chiffres actualisés chez Se Loger sur les différences de rendement locatif selon qu'on est en location nue, en location meublée, de longue durée, bien sûr, dans nos villes? Oui, mais avant, j'aimerais boucler la boucle avec le marché parisien et Tout ce que tu veux. vous parler des loyers, parce que qui dit boom de l'offre, est-ce que ça génère aussi une baisse des loyers? Eh bien oui, c'est ce qu'on constate avec le dernier baromètre des loyers qui vient d'être publié, qui n'a pas été encore livré à la presse, donc c'est une info en avant-première que je vous livre. Sur les meublés, on est à moins 4,5% en ce qui concerne les loyers sur un an, avec un prix pour 50 mètres carrés estimé à 1 795 €, charges comprises. Sur du vide, on accuse une baisse de moins 4,6% en un an, avec un prix pour 50 mètres carrés toujours, en vide, à 1 613 €. Donc ça corrobore avec ce que disait Stanislas, hein. Je crois que j'avais vite fait le calcul, mais il me semble qu'on était bon. De toute façon, ça ne peut qu'être bon, parce que c'est inspiré de ce qui émane du marché, donc là-dessus, en phase. Après, côté rentabilité, on a fait l'exercice, Henri, sur 8 grandes villes, Lille, Nice, Toulouse, Rennes, Bordeaux, Nantes, Paris et Lyon, et on a comparé en fait la rentabilité brute, je dis bien brute, hein, pas net, Oui, bien sûr. bien de 70 mètres carrés loués en vide ou en meublé, d'accord? Ce qu'on retient de cette étude, c'est que sur les 8 villes étudiées, la rentabilité brute est plus importante pour une location meublée. Mais les écarts de rentabilité ne dépassent pas 1 point par rapport à la location vide. Donc, ça veut dire que l'écart de rentabilité n'est pas énorme, puisque nous, elle n'est que de 1 point, constaté sur l'exercice de ces 8 villes sur une superficie de 70 mètres carrés. À Lille, si on rentre dans le détail, par exemple, où la rentabilité brute est la plus forte dans l'exercice sur ces 8 villes, avec 5,74 sur un bien de 70 mètres carrés toujours, loué meublé, contre 4,99 pour un bien vide, eh bien, on constate que l'écart entre les deux n'est que de 0,75. D'accord ? Mais en regardant davantage dans le détail, on constate que le loyer moyen au mètre carré hors charge pour les biens loués vides à Lille est en baisse, puisqu'on en constate une baisse de 1,2%, alors que les loyers moyens au mètre carré hors charge en meublé est en hausse de 4 points, toujours à Lille, bien évidemment. Donc, un deuxième bon point pour le côté meublé à Lille. Ce qu'on en tire de ça, la conclusion, c'est de dire qu'il n'y a pas que la rentabilité qui compte, mais qu'il faut aussi analyser l'évolution des loyers pour avoir une vision un peu plus fine. Voilà. Inversement, à Bordeaux, le loyer moyen au mètre carré hors charge est en hausse sur les locations vides avec plus 1,7 points et en baisse sur les locations meublées avec moins 1,4. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de règle, si ce n'est que se fier à la règle du marché local. Chaque marché évolue à son rythme. Il n'y a pas de généralité. Oui, la Covid a eu un effet, celui de créer une explosion de l'offre locative, en vide comme en meublé, ça on l'a nettement dit aujourd'hui. Mais est-ce un phénomène pérenne? Difficile de se prononcer. À date, pour ceux qui ont quitté la location meublée saisonnière, tout dépendra de l'expérience des bailleurs avec ce nouveau mode de location. Si la location se passe bien, pas d'impayé, pas de problème de relation avec son locataire, etc., eh bien, on peut peut-être subodorer que certains resteront probablement sur ce nouveau modèle. Ce qu'il faut rappeler, et ce que nous, on jauge au travers d'une autre enquête, qui est une enquête d'opinion, d'accord, qui interroge les locataires et les bailleurs en France, on voit que ce qui préoccupe les bailleurs, c'est 2 éléments. 1, de ne pas avoir le versement de leur loyer, et 2, d'avoir les biens qui sont... Donc, si on arrive à détourner ces 2 éléments, ces 2 écueils, eh bien, peut-être que ces bailleurs resteront dans ce nouveau modèle. Voilà. Est-ce que au-delà, vous avez des éléments, autrement ton avis compte, que au-delà de la pandémie, encore une fois, tout ça est très théorique, il faut s'imaginer dans je ne sais pas combien de temps, au moins possible, un changement d'usage orientera les ménages vers les meublés. Meublé, par définition, c'est le service, on l'a vu avec Stanislas, et c'est la consommation immédiate sur qui correspond à chacun, c'est 10 mois,
4 mois. Quels sont d'ailleurs, je le demanderai aussi à Stanislas, mais les clients, on a parlé des touristes, il y a des expatriés, est-ce qu'il y a aussi des gens en mission? Je mets de côté les étudiants, bien sûr, mais elle est de quelle demande? Est-ce qu'elle peut nous conduire vers un usage qui va faire exploser durablement la location meublée? Alors, moi, je veux bien répondre parce que j'ai un peu les chiffres là-dessus parce qu'on voit évidemment que ce qu'on disait, c'est que les étudiants ont un peu déserté Paris comme les expatriés, puisque il y a évidemment beaucoup moins de mobilité dans les grands groupes, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup moins de beaux sociétés avec les Total, L'Oréal et compagnie, CAC 40, on va dire. Il y a des besoins de directeurs, chefs d'entreprise, PME, qui viennent à Paris, qui habitent à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon, et mobilité professionnelle. Donc le marché des beaux sociétés, il n'est pas non plus complètement mort. Ensuite, ce dont on se rend compte, c'est qu'en effet, les usages changent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des jeunes actifs, qu'ils soient parisiens ou des régions, et quand ils viennent à Paris, ils vont beaucoup plus facilement ameubler, je pense, qu'il y a 20 ans. Moi, je sais que ça me serait pas venu à l'esprit quand je suis arrivé à Paris, on voulait louer un vide, on voulait voir ses meubles, surtout si on restait 2-3 ans. Aujourd'hui, si on reste 2-3 ans, je pense qu'on se dit, il y a une grande offre de meublés. Finalement, c'est 54% du marché. Donc, il y a plus, c'est ce que disait Séverine, il n'y a plus trop de différence finalement entre les prix du meublé et les prix du vide en termes de loyer. Mais Stanislas, sur ce que vous venez de dire, il y a 10 ans, il y a 20 ans, on aurait pu louer un meublé. Est-ce qu'entre-temps, ça, si je demanderais à ça, c'est une évolution peut-être de la mentalité des propriétaires qui basculent d'avant, qui comprennent qu'on est sur le service, ben on a appris à bien meubler un logement. Moi, j'ai encore le souvenir de consultations qui étaient faites, allez, on va dire dans une grande fédération, que je connais bien, où on disait, mais quel est le minimum vital au terme de la réglementation? Quels sont les meubles qu'il faut vraiment mettre? Et on n'ira pas au-delà, on ne conseillera pas à nos propriétaires d'aller au-delà. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution favorable là-dessus? Bien sûr, il y a une évolution favorable. Alors, je peux expliquer à mes débuts. Moi, j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai donné des conseils à 3000 propriétaires. J'adorais prendre des photos. C'était le début de la déco. On mettait un tapis, on mettait un joli canapé. Alors qu'au début, le meublé, on mettait les vieux meubles de sa grand-mère. Exactement. On recyclait le vieux truc. Rien n'allait ensemble. Il y a eu un effet quand même déco, tendance de faire des meublés accueillants, notamment pour une clientèle étrangère. Et ça, c'était quand même très sympa de pouvoir faire cet exercice. Donc, je pense, oui, les propriétaires ont joué le jeu. Et puis, là où, en fait, Airbnb, c'est arrivé un peu plus tard, en 2010, 2012, ça a explosé à ce moment-là, où les gens se sont mis à carrément faire de la déco dans tous les sens, comprendre qu'il fallait montrer des très belles photos, etc. Donc, Airbnb, il a quand même donné un côté bénéfique au marché de la location meublée classique, David de la location le tout disait. court, et de la visite virtuelle. C'est-à-dire qu'il a donné un gros coup de pouce généralisé, et puis c'est un terme qui est rentré dans les mœurs. Alors aujourd'hui, on va tous cohabiter, vide, meublé, Airbnb, tout ça va être régulé, mais c'est évident qu'aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que voilà, aujourd'hui, des jeunes qui arrivent à Paris, soit ils sont parisiens, soit ils viennent d'ailleurs, ça les dérange pas du tout de louer un appartement, d'une chambre, voire de 2 chambres s'ils ont un enfant, parce qu'ils se projettent sur 2-3 ans, et puis après ils se disent peut-être qu'on ira à Marseille, peut-être qu'on ira à Toulouse, on se projette moins comme on se projette moins dans une entreprise sur 10 ans. On le voit avec nos salariés aujourd'hui, au bout de 2-3 ans, généralement ils ont envie de changer, et c'est le sens de l'histoire, et tout s'accélère. Donc c'est pareil, je pense, dans le meublé, et on loue plus facilement, et en plus on n'a pas tout cet investissement mobilier à faire, qui est onéreux aussi. Donc si le propriétaire fait ce travail. Je vais retourner juste après vous vers David. Une question qui m'était posée, alors très concrète. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une application, une app, m'écrit-on, parce que tout le monde pense que je suis geek, pour calculer le rendement locatif en meublé non professionnel?
Est-ce qu'il y a des applications pour ça? Alors, vous allez me dire, venez chez moi, mais à part ça, ça existe? La question m'est posée. Moi, j'ai la réponse, si vous voulez. Ah ben, on peut le dire, hein, allez, pourquoi pas. Hein. Elle porte un Non, nom? parce que, bon, moi, je suis pas fiscaliste. Je travaille avec un partenaire. Tout d'un coup, le Non, nom mais m'échappe. on peut Je déclare mon l'évoquer. meublé, je déclare mon meublé.com. Voilà. D'accord, parfait. Bon, ben, très bien. Pour la petite histoire, c'est Fabrice Petit, qui était propriétaire de l'agence Logis, qui était quand même oui, très bien, bien sûr. qui a été vendue à Foncia en 2019 pour pas mal d'argent d'ailleurs, je dirais pas le chiffre. Mais il a monté ce business-là justement pour les propriétaires qui voulaient déclarer leurs revenus en meublé et qui ne savaient pas comment faire. Donc, je lui fais un peu de pub. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Mais voilà, c'est de la confraternité aussi. David, une question sur corollaire à ce qu'on vient d'évoquer. Et après, j'irai vers Christophe sur la qualité du service. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as cité l'homestaging, est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi des startups auxquels on peut avoir recours, adressons-nous à des professionnels comme les Stanislas, mais ça peut être à des particuliers, qui vont permettre justement cet enrichissement de l'offre. Alors, tu as évoqué des services comme la photo, le reportage, l'actionométrie, enfin un certain nombre de choses. Donc, est-ce que tu peux nous citer les startups? Il y en a une aussi dont on m'a parlé qui justement permet de meubler de la meilleure manière possible, y compris avec des meubles d'occasion, mais choisis, sélectionnés, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a un écosystème aujourd'hui d'entreprises, de start-up autour de la location meublée pour la rendre plus attractive, qu'on soit un professionnel mandataire, ce sont tes clients, ou qu'on soit un particulier? Alors, tu me poses une colle sur l'ameublement. J'avoue que ça doit certainement exister. Alors, on demandera à Stanislas, je suis bien de répondre. Réponds-nous sur les autres. Stanislas fait sa déco lui-même, donc je ne sais pas. Bon, il doit y avoir des boîtes qui existent que de toute façon pour l'ameublement. Après, pour l'ensemble des services, effectivement, que ce soit des pré-visites, des en-visites, il y a plein de gens qui font de la visite virtuelle ou de la photo professionnelle. Il y a des sociétés type My Photo Agency qui rentrent sur l'ensemble finalement de la chaîne de valeur média d'un logement, que ce soit location ou transaction. Donc, il y a beaucoup de startups qui existent dans cet environnement-là. Ça fait partie des services qui sont utilisés maintenant de manière de plus en plus importante, on va dire. Et ça, depuis le premier confinement, moi, j'entends effectivement mes petits camarades startups qui font de la visite virtuelle se frotter un petit peu les mains sur l'évolution du marché. Donc, ça reste des bonnes nouvelles parce qu'encore une fois, c'est une information au consommateur qui est essentielle. Enfin, nous, c'est ce qu'on estime essentiel sur cette transparence et finalement cet accès à l'information, notamment pour la location meublée, où c'est extrêmement important. Et je ne parlerai pas de l'environnement autour, mais de savoir où est-ce qu'on met les pieds, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, reste des éléments extrêmement importants. Donc, mais l'ameublement, tu m'as posé une colle, je n'en sais rien. Alors, tiens, Stanislas, et ensuite on retourne vers Christophe. Ça existe, j'ai entendu parler d'une start-up, s'il y en a une, il y en a peut-être plusieurs. En tout cas, tout ça pour dire que l'ameublement d'une location meublée est un sujet important. Stanislas, ça existe des sociétés qui se sont dédiées à l'ameublement des locations? Stanislas a disparu. Bon, bah alors, Christophe. Allô? Voilà, ça y est, là. Il est voilà. là. Non, je disais, il y en a. Je pense qu'avec ce qu'on appelle la PropTech, de toute façon, aujourd'hui, on voit bien que c'est quelque chose. La PropTech, c'est l'avenir, c'est là qu'est l'argent. Donc oui, il y a des startups qui se sont montées là-dessus. Moi, j'en connais. Sur la visite virtuelle et sur tous les moyens de louer un logement, c'est ça le grand enjeu des 5 prochaines années. C'est est-ce qu'on va réussir à louer un logement meublé ou vide d'ailleurs sans le visiter. Et ça, nous, c'est notre challenge. Il y a de la concurrence, il y a des agences en ligne qui sont en train d'exploser. Donc nous, il faut aussi qu'on sache se réinventer. Mais c'est ça le sujet. Est-ce que demain, on va louer des appartements sans les visiter? Nous, par exemple, on fait des locations à distance.
on loue, on fait 20% de nos locations sont à distance. Bon, c'est là où avec signature du bail électronique, naturellement, tout et à la distance. totalité de la Voilà. procédure. Et donc, je pense que chez les jeunes générations, c'est peut-être plus difficile pour nous qui ont déjà loué des appartements, on a envie de visiter. Je pense qu'aujourd'hui, chez les jeunes générations, c'est beaucoup plus simple de louer un appartement en ligne, même pour un an. Voilà. Et il faut se préparer à ça et il faut avoir les outils technologiques et digitaux pour le faire, que ce soit à travers des startups ou à travers se loger ou bien ici qui doivent proposer les services adéquats. Voilà. Christophe, sur ces questions de nouvelle approche qui est peut-être plus proche de l'hôtellerie finalement que de l'immobilier, en tout cas c'est ce qui me vient comme comparaison, avec une influence favorable d'Airbnb. Airbnb n'a pas que des défauts, on l'a dit d'abord, il y a besoin d'une offre Airbnb, mais contrôlée, et tu l'avais dit toi-même, du point de vue des propriétaires. On a bien dit que Airbnb pouvait aussi avoir une influence, David l'a noté, sur la qualification, non seulement des offres, des annonces, mais des biens eux-mêmes. Quelle est l'approche des propriétaires? Est-ce que, comme je le disais tout à l'heure, ils ont compris qu'on était dans le service et donc il faut meubler avec une vraie qualité, il faut apporter des services. Quelle est selon toi la mentalité aujourd'hui du propriétaire qui bascule sur le meublé? Et deuxième question, on va attaquer là déjà, Henri, si tu veux. Première question, voilà. Stanislas et David l'ont bien dit, ils l'ont bien expliqué. Je pense qu'il y a une évolution des mentalités. Je pense que les jeunes sont prêts à louer maintenant à distance en visite virtuelle. Et ça, c'est du service, c'est un métier, c'est de la qualité. J'allais dire, c'est un autre métier que ce que faisaient les bailleurs traditionnels avant. Et c'est vrai que Airbnb a amené un cap, il y a eu un changement de paradigme, et c'est vrai que maintenant on est sur autre chose. Donc là-dessus, je les rejoins tout à fait. Donc moi, je pense que ça, c'est un métier. Et là, nous, à l'UNPI, il y a à peu près la moitié des gens qui louent en direct et la moitié en intermédiaire. Mais dans le meublé de qualité comme ça, je pense que le professionnel, il a toute sa place et c'est une place reconnue et c'est vraiment un savoir-faire. Eh bien, c'était ma deuxième question. Voilà. En fait, je voulais savoir si tu pensais que les professionnels allaient avoir une place majorée avec cette offre meublée et des mandats confiés par tes adhérents. Moi, je pense, parce que tu sais, pour le propriétaire, lui, il regarde, il sait quand même compter et il sait regarder ses intérêts aussi, et tous les intervenants l'ont souligné. Stanislas a aussi insisté sur un point, par exemple, c'est que tout ça, c'est du staff derrière, c'est du nettoyage. C'est vraiment des prestations, c'est reprendre les couleurs, c'est reprendre le mobilier dès qu'il est cassé, c'est vraiment un service. Donc ça, j'allais dire, c'est un métier à part, ça fait 20% de son travail et du travail de David. Mais je nuancerai ça à l'échelle nationale. C'est que ça, là, on est en train de parler du marché de métropole, du marché de grande ville, du marché où il y a des étudiants. Oui. Mais en réalité, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on est face à une France à 3 vitesses. Donc ça, c'est j'allais dire la France du haut. Après, on a la France qui est à peu près en médian, qui s'en sort à peu près. Et puis après, on a la troisième France qui n'y arrive pas et où il y a la vacance locative suivie. Et là, j'ai écouté que nos intervenants s'inquiétaient avec 10% de vacances locatives. Mais si la vacance locative subie, sur plus de la moitié du territoire, elle existe déjà et c'est des chiffres au-delà de 20%, même pour avoir des beaux produits et des produits de qualité. Où je les rejoindrai moins, où je rejoindrai moins surtout Stanislas, c'est sur l'encadrement des loyers, parce que moi je l'invite et ça me fera l'occasion de le rencontrer parce qu'il y a plein de choses intéressantes à échanger. Donc il a invité à l'UNPI et puis on pourra déjeuner ensemble et avec toi aussi d'ailleurs quand ça ira mieux. Mais plaisir. Le plaisir est partagé. Oui, c'est sur l'encadrement des loyers, parce que l'encadrement des loyers, je pense au contraire que l'encadrement des loyers, c'est une formidable machine à détruire l'offre locative. Et je pèse mes mots quand je dis ça, je pense que c'est un véritable drame, parce que c'est un petit peu une loi de 48 à l'envers, en pire. On a vu ce qu'a donné la loi de 48 avec beaucoup d'années, avec le recul qu'il y a eu. Et moi, je suis clermontois et Clio était prof de fac, mon père aussi, donc j'ai eu l'occasion d'en parler longtemps avec lui. Quand on a parlé de ça et on voyait quand même ce qui se passait. Je pense que cet encadrement des loyers,
Peut-être que ça peut faire dégagner des voix aux politiques qui proposent ça dans sa campagne électorale. Mais ce que je peux te dire, on en reparlera et je pense malheureusement pas me tromper, c'est que ça détruira de l'offre locative et que ça tire le marché vers le bas. Comment tu veux expliquer à quelqu'un qui a fait des travaux, comment tu veux expliquer à quelqu'un qui a un appartement au sud, qui a un balcon, un petit balcon, qu'est-ce qui va être pris, qu'est-ce qui va pas être pris en compte, le sud, le nord, si c'est l'ouest. Tu sais bien qu'il y a des milliers de cas, tu le sais comme moi. Donc après, pourquoi aussi ils se tournent vers le meublé? Parce que c'est tout simplement une manière de pouvoir augmenter un peu, de passer au-dessus dans ce qui est autorisé par l'encadrement. Donc ça, je pense que c'est pas de tirer, je pense que c'est pas de tirer vers le marché vers le haut. Moi, je fais confiance au marché. Tu sais, je compare ça souvent avec le prix du pain. Le prix du pain, quand il a été libéré, quand le prix du pain a été libéré, il fallait écouter ce qui se disait. Il y aurait plus de pain, le pain coûterait 50 € la baguette, etc. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, des baguettes, tu peux avoir des baguettes à 50 centimes et puis tu peux avoir des baguettes à 2 €. Donc, c'est exactement pareil. Et après, chacun va se spécialiser dans un marché, dans sa niche. Si on laisse un peu de liberté aux propriétaires et si on l'enferme pas dans un carcan, législatif, parce que j'écoute, il va y avoir des brigades, des contrôles, mais ça, c'est pas le sens de l'histoire. On n'en est plus là. C'est le monde d'hier. On a entendu ta position, tu la défends. Un sujet, tout à l'heure, c'est Séverine qui le disait, ça a été dit aussi par d'autres intervenants, préoccupation du propriétaire bailleur. Bailleur de quelques biens que ce soit, location nue ou meublée, c'est que le loyer soit versé, qu'il n'y ait pas de dégradation. Est-ce que le meublé garantit davantage que la location nue de l'impayé et de la déprédation locative? Et est-ce que pour un meublé, allez, on va aussi sur des conseils pratiques, et je l'ai dit à des investisseurs, on peut se garantir contre ces risques. On peut le faire en location nue, on le sait, hein, il y a des garanties contre les impayés, les dégradations et les risques de contentieux. Voilà. Est-ce que c'est de ce point de vue-là, le meublé apporte une sérénité majorée aux bailleurs? Moi, je rejoins ce que disait Séverine, les deux préoccupations du propriétaire, c'est loyer versé, appartement non dégradé, et puis j'ajouterais aussi appartement loué, puisque je le soulignais tout à l'heure, il y a quand même une grande partie de la France où il y a une vacance locative subie. Cela dit, j'ai des amis qui font du meublé professionnel, qui font ce type de travail avec des étrangers. Et il peut y avoir des surprises aussi, et Stanislas me démentira pas. Je veux dire, des gens qui font n'importe quoi, il y en a partout, dans le meublé, dans le vide. Et on peut voir des dérives partout, comme avec du Airbnb, où les gars vont arriver, puis ils vont se mettre à l'intérieur, puis ils vont massacrer l'appartement. Je veux dire, après, tout dépendra pour le retour d'expérience. On verra à la fin du confinement ce qui se passera. Bien sûr. Les retours d'expérience, on les aura en direct. Malheureusement, je pense que c'est le pourcentage de gens malveillants ou inconscients. Et je pense qu'il est pareil dans le meublé personnellement. D'accord. C'est clair. Je vais quand même avoir l'avis sur ce dernier sujet, mais qui est important. Et puis on est au terme de notre débat. L'avis de Stanislas, alors un regard professionnel, ce n'est pas un regard de particulier qui gère lui-même, il y a sans doute une rigueur peut-être majorée dans le choix des locataires, dans la surveillance, dans le suivi, mais globalement, est-ce qu'il y a une plus grande sérénité, je la pose en les mêmes termes, dans le meublé que dans la location nue sur les questions de risque d'impayé ou de risque de dégradation du bien? On n'a quasiment pas d'impayés. Dans le meublé, les durées sont moins longues, donc de toute façon, je pense que on est sur des durées où il y a moins de risques d'impayés. Je pense que dans la location nue, on sait qu'une location nue, je crois que c'est 5 ans à Paris. C'est sûr que sur une tranche de vie de 5 ans, on peut avoir un accident de la vie, une perte de travail, un divorce, une dépression. Statistiquement, à un moment, on peut plonger et à ce moment-là, on peut arrêter de payer son loyer pour une raison ou pour une autre. Sur 18 mois, quand on est un jeune actif, c'est plus difficile. Après, pour se prémunir, pour les propriétaires, aujourd'hui, on voit par exemple qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont plus salariés, qui sont freelance. Alors, ils gagnent de l'argent, mais ils n'ont plus de fiche de paye. Donc, les propriétaires, aujourd'hui,
c'est plus compliqué pour eux d'intégrer ça. Mais alors, il y a des startups, justement, comme Cautioneo, comme GarantMe. Moi, je trouve ça génial. On les utilise à fond, qui vont proposer aux locataires une garantie de loyer impayé, moyennant un petit pourcentage, bon, voilà, 2-3% sur la durée du bail. Mais du coup, le propriétaire est complètement protégé du risque d'impayé. Et ça, on peut aussi recourir à des garanties loyers impayés comme on les a pour les locations nues. En clair, est-ce que les contrats sont étendus aux locations meublées? Bien sûr, bien sûr. Mais j'ai envie que, disons qu'une simple caution solidaire sur une location de 2 ans ou d'1 an, je dirais qu'une caution solidaire d'un Cautioneo ou d'un GarantMe, quelque part, c'est suffisant pour un propriétaire. Il n'a pas besoin de déclencher une GLI, mais et surtout, c'est facile en 24 heures. En cas de gestion professionnelle, Stanislas, parce que c'est votre point de vue. En cas de gestion professionnelle aussi. Oui, enfin, Christophe lui-même disait il y a une différence d'approche et le meublé peut conduire des propriétaires à réaliser qu'il est préférable de mandater un professionnel. Ouais, enfin, ils peuvent le faire aussi sans passer par. Enfin, je veux dire, ils sont pas obligés de passer par une agence. Aujourd'hui, même de particulier à particulier, pour un propriétaire, c'est très facile de demander un GarantMe ou une caution solidaire. Oui, bien sûr, ça se pratique aussi. Après, en termes de dégradation, il y aura toujours des dégradations. C'est plutôt ça le problème pour les meublés. C'est quand je parle pas de grosses dégradations, évidemment, il peut y avoir des dégradations des meubles même, quoi, plus que la peinture, les meubles, c'est sûr que tous les 2 ans, il y a toujours un petit truc à faire. Donc, alors que quand on loue, moi, je suis locataire chez Generali depuis 5 ans, j'avais même pas de cuisine en arrivant, et quand je repars, je dois enlever la cuisine et repeindre. Ils ont rien à faire. Alors que le propriétaire de meublé, tous les 2 ans, il va refaire un peu la salle de bain, et puis il va refaire un peu les placards de la cuisine, etc. Oui. Donc, c'est un coût aussi. Bien sûr. Il faut être prêt à dépenser quelques milliers d'euros. Je voudrais tous vous remercier avant de donner la parole, comme je l'avais fait au tout début, pour l'accueil à notre président du Cercle, Benjamin Darmoni, mais je voudrais remercier, il est encore face à moi, Stanislas Couteau, le patron fondateur de Bouqueflat, pour tout ce qu'il nous a dit. Je crois que c'était très éclairant sur la stratégie pour les investisseurs, la stratégie pour les professionnels aussi. Je remercie également David Benbassa et Séverine Hamad qui chacun a pu apporter beaucoup d'informations sur ce marché avec des observatoires, des balcons privilégiés que sont Se Loger et Bien Ici. Et je remercie Christophe Demerson, président de l'Union nationale de la propriété immobilière. Il n'est plus avec nous, mais je remercie Anne Brossat. Je l'ai dit, un membre de son cabinet aura suivi de toute façon nos débats, nos échanges. Donc, ceux qui voulaient, comme Christophe, être entendus aussi d'Yann Brossat n'auront pas à le regretter. Bien sûr, ce qu'on s'est dit sera porté à sa connaissance. Merci encore. Nous avons passé 1h30. Je peux vous dire, j'ai déjà des messages qui ont passionné. Voilà, je ne mâche pas mes mots sur ce marché trop mal connu et pourtant essentiel aujourd'hui, qui est celui du meublé. Benjamin Darmoni, Benjamin, à toi. Oui, merci Henri. Merci à tous les intervenants. C'était encore une conférence passionnante. On a pu finalement éclairer tous nos interlocuteurs sur les sujets des locations meublées d'une manière générale. Juste un petit mot à Stanislas concernant le blocage des loyers et le fait de pouvoir, pendant une courte durée, modifier le loyer et le loyer de référence et le loyer précédemment de l'ancien locataire. On s'est pas mal posé sur le sujet nous-mêmes et je pense que ce n'est pas si simple. Mais l'avenir nous le dira. Et un petit mot à Christophe concernant tous les propriétaires. Les professionnels sont à leur disposition pour les éclairer sur l'encadrement du loyer et la gestion de cet encadrement pour que les biens soient loués et à des prix compréhensibles par tous. En tout cas, merci à tous et je vous dis à très vite, dans un mois pour la prochaine conférence.